Et aujourd'hui, on reçoit Julien Signolet, un jeune sculpteur, élève de Coutel. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec un extrait d'un propos de René Coutel sur la sculpture. Vous allez voir, c'est pas quelque chose de très, très, comment dirais-je, c'est pas du tout du mièvre, hein, c'est pas du tout du tiède, c'est du fort. Voilà, c'est un petit texte qu'on a trouvé chez Julien quand on est rentré dans son atelier l'autre fois. Donc il a bien voulu nous l'apporter. Donc je vais lire 3 paragraphes et puis après Julien pourra parler de tout ce qu'il veut. Quand Salomé au travail dans l'atelier disait « Passez-moi mon génie », il s'agissait de trouver le morceau de fusain, 20 fois égaré ou à demi broyé, avec lequel elle dessinait sur le bloc en cours le chemin du travail à faire. Tel plan à reculer, tel axe toujours à réaffirmer, tel noir à reprendre. Il peut sembler singulier de mettre en avant le fusain comme élément primordial de la sculpture. Ce n'est que contradiction apparente, autant que la peinture de Léonard, la sculpture de Salomé est une chose de l'esprit. Qui attaque mieux le marbre que le fusain, puisque la main exécute ce que le fusain indique. Il s'agit de mettre tel plan en relation avec tel autre pour que la lumière vive sur ces volumes. L'enchaînement des lumières changeantes devient enchantement. Les éléments de technique étaient réduits à très peu, selon ce que chacun découvrait sur sa propre expérience. Le poids d'une massette, la longueur d'un manche, l'affûtage des outils, la qualité de telle pierre ou marbre. Comme il n'y avait aucun exercice d'apprentissage à vide, c'était toujours dans le réel que le geste était expliqué, répété souvent par la démonstration. La forte compréhension d'une attitude aboutissait à ne plus se poser de questions à ce sujet. Un plan était adressé parfaitement pour une base, pour un socle, toute gratuité d'exercice à écarter. Voilà, des textes de René Coutel de juin 1987. Bien. Et que Julien nous a gentiment prêté pour cette émission. On va peut-être lui chourer, mais ça sera difficile, je crois. Il va tout de suite vous parler, évidemment, peut-être de sa formation, de son temps passé auprès de René Coutel, mais aussi, évidemment, il va vous parler de son travail, de ses projets, de son petit atelier aussi, de son l'histoire de ce petit atelier qui est absolument craquant, qui date du 19e siècle, je crois. 1828, ouais, exactement, 1828. Oui, donc c'est bien le 19e, c'est ça, voilà. 1828, le début du 19e, même, presque le 18e. Bon, eh bien, Julien, je te laisse papoter, je ne veux pas trop t'interrompre et te pousser dans le propos. Tu es une grande personne maintenant, hein, tu n'es plus avec René. Ta vie est acutie, donc à toi la parole. Bien, déjà merci de m'avoir invité pour parler de Monsieur Coutel et de mon travail. Résumer Coutel n'est pas chose aisée parce que évidemment on a affaire à un monument discret, mais à un monument quand même. Donc oui, si je devais résumer malgré tout Monsieur Coutel en quelques phrases, j'irais chercher chez Montaigne pour dire de lui. Coutel était un grand adepte de Montaigne. Il lisait souvent les essais dans tous les sens, au gré de ses humeurs et de ce que l'ouvrage avait à lui proposer parfois. Donc je retiendrai de Montaigne, pour résumer Coutel, peut-être cette phrase qui dit « Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos. Il n'y a rien d'aussi beau et d'aussi légitime que de faire bien l'homme et comme il faut, ni de science aussi ardue que de savoir bien et naturellement vivre cette vie. » Voilà. C'est-à-dire que aux côtés de Coutel, on a le sentiment d'être à côté d'un homme juste. Et plus qu'une formation que j'ai reçue à ses côtés, car bien sûr il m'a enseigné les règles, les exigences de la sculpture, la connaissance de la matière, mais c'est aussi une expérience que de partager du temps avec cet homme et que de partager du temps et une expérience aux côtés de quelqu'un qui sait vivre à propos. Qui pose un regard sur l'art, mais aussi sur l'humanité, sur le monde en général, juste, doux, puissant et attentionné.
Voilà. Après, évidemment, Monsieur Coutel est un sculpteur et sa sculpture est à son image, c'est-à-dire monumentale, mais discrète, douce et puissante. C'est un assemblage complexe de force et de tendresse. Voilà. Alors, j'ai rencontré Monsieur Coutel sur les dernières années de sa vie. Monsieur Coutel a formé énormément de sculpteurs, à vrai dire. Il avait un charisme qui attirait les gens jusqu'à lui. Et donc, en fait, il a transmis cette discipline, qui est la taille directe, à de nombreuses personnes. Et moi, j'ai eu la chance de le côtoyer durant les dernières années de sa vie. Ce qui m'a permis quelque part d'avoir une sorte de quintessence de ce que pouvait être l'enseignement de Coutel. Coutel avait pour habitude de dire qu'il n'enseignait pas la sculpture, qu'il la racontait. Et c'était exactement ça, en fait. C'est-à-dire que rien n'était gratuit, en fait. N'importe quelle petite histoire, n'importe quelle petite anecdote était sujet à transmettre quelque chose. Mais ça se faisait de façon extrêmement naturelle, c'est-à-dire que ça n'était pas comme ça, frontal, magistral, où il imposait un savoir. Non, c'était toujours un mot dit comme ça, avec une histoire, et à l'intérieur de cette histoire était renfermée toujours une connaissance, un savoir à prendre, qui était à prendre, ou pas d'ailleurs, parce que il ne l'imposait pas. Donc si on avait l'oreille bien tendue et prête à l'entendre, on pouvait se saisir de ce qu'il voulait nous dire. Et si on n'était pas prêt, la chose passait totalement à la trappe. Et pour réapparaître parfois quelques années plus tard en se disant « Ah mais mince, voilà, c'est donc ça qu'il voulait me dire ». Et donc cette façon d'apprendre était extrêmement riche pour quelqu'un qui avait vraiment envie d'apprendre. Parce qu'en fait, encore une fois, rien n'était imposé. Donc tout glissait vraiment avec souplesse, on va dire, et nous imprimait assez fort, enfin pour mon cas en tous les cas. Voilà, donc cette phrase qui d'ailleurs tenait de Montaigne, hein, il n'enseigne pas, il raconte, Montaigne, et Coutel faisait la même chose avec la sculpture, c'est-à-dire qu'il n'enseignait pas, il racontait. Bon, toujours est-il que la rigueur de M. Coutel était aussi à mettre en avant, c'est-à-dire qu'on ne plaisantait pas avec la sculpture, et quand on était au travail, on était au travail. Dans des conditions parfois compliquées, parce que l'atelier était en extérieur, rue de la Mare, donc été comme hiver, dehors, avec les gradines et les massettes, voilà, pour tailler. Alors, qu'est-ce que M. Coutel enseignait ? Oui, M. Coutel enseignait la sculpture par taille directe, et vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une grande différence entre la taille directe et la mise au point. Et oui, elle est de taille, évidemment, parce qu'en fait, la taille directe, c'est cette phrase de Michel-Ange, là, que vous avez citée en tout début. « J'ai vu un ange dans le marbre et j'ai seulement ciselé jusqu'à l'en libérer ». C'est-à-dire que la taille directe, c'est d'abord la rencontre avec un bloc. On a une intention, évidemment. On a peut-être même un projet. Une inspiration, mais de toute façon, quelle qu'elle soit, c'est la rencontre avec un bloc. Et il va y avoir différentes façons d'aborder ce bloc. Soit c'est le bloc qui parle de lui-même et à l'intérieur duquel l'artiste, le sculpteur, va percevoir une poésie, un élan qui lui correspond, qui peut être voilà, un ange, comme Michel-Ange nous le dit ici, mais un cheval, une femme, un oiseau, que sais-je encore, ou une forme tout à fait abstraite. Et le bloc, donc, va nous inviter à libérer la forme. Et donc c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune technique de mise au point, le sculpteur rencontre le bloc et va tailler directement à l'intérieur du bloc pour libérer la forme par soustraction de matière. Alors j'insiste sur ce point, qui est la soustraction de matière, parce que la sculpture, étymologiquement, c'est vraiment ça, c'est soustraire de la matière pour aboutir à une forme. Aujourd'hui, de nombreux sculpteurs ont des pratiques qui amènent à des formes sculpturales,
mais qui ne sont pas réalisés avec la règle stricte qu'est la sculpture par soustraction, en ôtant de la matière pour aboutir à une forme. On voit les modeleurs s'associer aux sculpteurs et les assembleurs aussi. La forme finale est une forme sculpturale, certes, en 3 dimensions, mais la technique, le chemin pour aller vers cette forme n'est pas la technique de la sculpture par soustraction. Et c'est important de le souligner parce que c'est vraiment intellectuellement, poétiquement et dans la mise au travail complètement différent. Quand on est confronté au bloc sans possibilité de revenir en arrière, sans repentir possible, il y a une implication qui est bien différente, où il faut vraiment savoir ce que l'on a à faire, comment le faire, et avoir des règles assez strictes pour l'aboutir. Là où le modelage et d'autres techniques nous permettent de revenir en arrière, de corriger certaines erreurs, là non, ça n'est pas le cas. C'est peut-être pour ça qu'il y a de moins en moins de taille directe. Alors, la taille directe, effectivement, est une discipline qui se perd. Alors, elle se perd pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que déjà, surtout dans Paris, je dirais, les espaces pour sculpter sont de plus en plus difficiles à trouver. Et parce que ça fait de la poussière, ça fait du bruit, mais pas tant que ça, parce que Coutel, d'ailleurs, nous le dirait, ça n'est pas du bruit, c'est une musique, c'est un rythme. C'est-à-dire qu'en fait, on dit souvent que la sculpture, oh là là, mon Dieu, c'est dur, oh là là, mon Dieu, c'est dur, il faut de la force. En fait, ça n'a rien à voir avec la force. La sculpture répond à 2 règles essentielles dans la mise au travail, c'est la détermination et le rythme. C'est-à-dire que quand on est déterminé à aboutir une forme, quel que soit le bloc et la dureté du bloc, l'intention est tellement puissante que de toute façon, on ira. Et ça, c'est l'impulsion du sculpteur. Il y a un dur désir de créer qui fait qu'on pénètre la matière. Et la deuxième, c'est le rythme. C'est-à-dire que ce rythme que l'on va imprimer dans la matière, le rythme de la massette, de la gradine ou de la gouge, pour le bois, la gouge, on a un rythme qui se fait en 2 temps ou en 3 temps, et après c'est plus que du temps. Donc rythme, détermination et un peu de patience, et on finit en général par aboutir une forme. Donc voilà, ça n'est pas toujours une histoire de force. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a de moins en moins de sculpteurs. Donc c'est pas toujours une histoire de bruit, c'est de musique. Et par contre, c'est effectivement une histoire de poussière et de place et de stockage. Donc c'est difficile de trouver des locaux. Et puis d'enseignants. C'est vrai que c'est une discipline qui se perd et que j'ai grand plaisir pour ma part à transmettre encore aujourd'hui, parce que j'ai l'impression de garder un patrimoine vivant, un patrimoine d'enseignement qu'on m'a transmis, comme dans le texte que vous lisiez de Coutel tout à l'heure. Il disait, quand Salomé au travail, Salomé c'était son maître à lui, qui lui a enseigné la sculpture. Et Coutel me l'a transmis par la suite, et il est admirablement résumé dans ce texte. Mais cette connaissance, ce savoir, effectivement, se perd un peu. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore enseigné aux Beaux-Arts. On y apprend d'autres choses. Non, on n'y apprend rien. Non, je suis désolé, on n'y apprend rien. J'ai connu les Beaux-Arts... pour moi, un de mes fils, et par des amis qui travaillent, et je veux dire qu'ils apprennent rien, quoi. Je veux dire des techniques, si tu veux. Ah oui, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on est. Après, encore une fois, j'ai pas été traîner mes guêtres, on va dire, de ce côté-là, donc je peux pas porter de jugement. Mais je sais que de toute façon, la qualité de l'enseignement que j'ai reçu auprès de Coutel, je n'aurais pu l'avoir que là, en fait. Absolument. Je n'aurais pas pu l'avoir auprès des Beaux-Arts. Donc, quelque part, je suis assez heureux de pouvoir d'avoir rencontré ma pratique à travers cet homme-là plus qu'un autre. Après, je ne vais pas porter du jugement sur ce que sont les Beaux-Arts aujourd'hui, ou comment ils le sont, mais toujours est-il que je suis à peu près sûr que les éléments techniques purs d'une pratique artistique sont peut-être un peu plus passés à la trappe, et aujourd'hui on est dans l'ère des idées et des concepts qui vont autour des idées, des pratiques, mais pas tellement au niveau de la pratique pure. Or, la sculpture est une technique, est une pratique, est une expérience, et pour ça il n'y a pas d'autre solution
solution que de saisir les outils et de passer du temps devant le bloc pour comprendre de quoi il s'agit. Avant même de pouvoir commencer à un moment donné se dire que voilà, j'ai fait œuvre de tout ça. Donc voilà, pour ce qui est des beaux-arts et de l'enseignement que j'ai préféré recevoir du côté de Coutel que du côté c'est des évident beaux-arts. que malheureusement il y a encore quelques maîtres, parce que toi tu vas suivre l'exemple de Coutel et essayer de transmettre ton savoir, mais par exemple pour les peintres, il n'y a plus du tout d'ateliers comme il y en avait encore justement au 19e siècle, au début du 20e siècle, où on pouvait apprendre avec un peintre professionnel, reconnu, etc. Comme avec Gustave Moreau, qui a enseigné à Matisse et à d'autres qui sont devenus des artistes incontournables de l'art moderne. Voilà. Et ils ont appris chez des maîtres, et c'est pas aux Beaux-Arts qu'ils ont appris. Voilà. Après, il faut les rencontrer, et comme je disais, M. Coutel était quelqu'un de très charismatique, mais en même temps extrêmement modeste. Donc, en général, c'était toujours une chance que d'arriver jusqu'à lui. Et alors, justement, pour toi, comment se fait-il que tu aies rencontré René Coutel ? Alors, la rencontre avec Coutel, c'est presque un destin, on va dire, qui s'était gravé quelques années avant, mais qui ne s'est passé qu'au juste moment, on va dire. Je n'ai pas toujours été sculpteur. Préalablement, j'ai moi aussi été goûté, aller voir du côté de ce que le capitalisme outrancier avait à nous offrir. Donc j'étais chef d'entreprise et je faisais du commerce international. Et oui, il a bien fallu y voir pour en venir. Enfin, aller y voir pour en revenir. Donc j'ai fait ça pendant la première partie de ma vie, de 20 ans à 30 ans à peu près. Mais j'ai toujours dessiné, modelé, créé par ailleurs, et je dois bien avouer que même dans ma façon de faire des affaires, ce qui faisait que j'avais un peu de réussite de ce côté-là, c'était ma capacité à être très créatif dans les mises en œuvre. Je travaillais dans l'audiovisuel, et donc voilà, j'étais plus un créatif qui apportait des idées et des solutions à ces marchés qu'autre chose. Et dans le panel de gens que j'ai rencontrés là-bas, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Pierre Alliot et qui était un ancien sculpteur qui est devenu aujourd'hui inventeur, avait mis au point un système, et d'ailleurs qu'il a toujours mis au point, de 3 dimensions sans lunettes. Et j'étais très ami, je suis toujours d'ailleurs ami avec Pierre. Et en fait, à la naissance de ma fille, à 30 ans, j'ai compris que je perdais mon temps, en fait, avec les affaires et tout ça. Donc, je suis parti en Inde pendant quelques mois pour prendre du recul, et de retour, j'ai tout vendu. Les entreprises que j'avais, et j'ai tout laissé tomber pour entreprises. Oui, j'en avais 2. Oui. Ah, d'accord. Et pour me remettre à faire ce que je savais faire, c'est-à-dire créer. Donc je me suis mis à modeler, à dessiner, et Pierre ne me voyait plus dans le circuit des affaires, donc il m'a appelé en me disant « Mais Julien, on ne le voit plus, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui ai dit, là, je ne sais pas exactement ce que je deviens ni ce que je fais, mais voilà, je réfléchis, je vais voir quelle direction je vais donner à ma vie maintenant. Et pour passer ce cap, je dessine, je modèle, je fais tout ça. Et est-ce qu'on peut manger ensemble, me dit Pierre. Je dis, bien sûr, viens dîner à la maison. Donc il est venu dîner à la maison. Et une fois arrivé à la maison, il a vu que je faisais du modelage. Ancien sculpteur qu'il était, son œil a estimé qu'il y avait à creuser de ce côté-là, et il m'a demandé si j'avais pensé à tailler. Et j'ai dit, écoute, oui, mais qui pourrait m'enseigner ça, je ne sais pas. Et Pierre m'a dit, mais je connais un sculpteur qui a un bon œil, m'a-t-il dit. Et j'ai dit, écoute, volontiers que de le rencontrer. Et quelques semaines après, voilà, il a organisé une petite rencontre entre Coutel et moi. Alors Coutel qui était déjà âgé à ce moment-là et qui prenait plus beaucoup d'élèves, à vrai dire. Donc voilà, ça a été 75 rue de la Mare, un matin de printemps, la première fois que j'ai vu Monsieur Coutel.
Et je dois dire que je suis tombé sous le charme immédiatement, en fait. Immédiatement. Et déjà, à ce moment-là, le moindre de ses propos était riche d'enseignements, et ça reste gravé en moi. Voilà. On a parlé de tout et de rien, sans vraiment parler de sculpture ou de ce que je faisais. Mais de toute façon, rue de la Mare, tout était sculpture, étant donné qu'il était assis au milieu de ces granites, de ces marbres, de ces blocs en cours, et donc tout parlait pour lui autour de lui. Et puis le personnage installé dans sa posture tranquille et puissante était fascinant. À la fin de notre échange, il m'a demandé si j'avais des choses à lui montrer, et je lui ai dit oui. Et j'ai pas été lui emmener tout de suite, j'ai pris un temps d'assimilation de tout ça, et je lui ai amené quelques travaux, peut-être un mois après. Et il a considéré les choses et il m'a dit « Quand voulez-vous commencer ?» Alors j'étais heureux de ça, et je lui ai dit pas tout de suite, parce que là c'est les vacances, et puis il y a les vacances scolaires, donc je vais avoir des engagements vis-à-vis de ma fille et tout ça. Donc je lui ai dit plutôt en septembre à la rentrée. Donc le temps est passé, septembre arrive, et en fait je l'appelle, mais il répondait pas. Alors je me suis dit, mince, peut-être il a changé d'avis. Et finalement, non, pas du tout. Il avait eu juste un empêchement. C'est lui qui m'a rappelé et il m'a dit, nos engagements tiennent toujours. Je vous attends. Et donc je suis arrivé et il m'a dit tout de suite. Alors ça, c'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Il m'a dit, avant qu'il me prenne, il m'a dit, mais est-ce que vous travaillez à côté ? Et je lui ai expliqué donc que je venais de vendre mes entreprises, que j'avais un petit pécule et que j'avais du temps à consacrer à ça. Et il m'a dit oui, parce qu'on ne vit pas de la sculpture. Voilà, c'était la première chose qu'il m'a dit, qui mettait bien en garde que c'était un exercice compliqué, avec peu d'honneur, peu de moyens, mais que voilà. Donc que je sois prévenu de là où je mettais les pieds. Bon, après voilà, la suite a été assez logique. J'étais complètement fasciné par la sculpture, par la façon dont il avait de l'enseigner, par le personnage lui-même, parce que voilà, j'ai ouvert ce paragraphe sur Coutel avec une phrase de Montaigne. Évidemment, ça n'était pas que la sculpture qu'on apprenait là-bas. C'était aussi une façon d'être à propos. Voilà. Oui, il y a une phrase dans un de ces petits courts-métrages là qui est citée. C'est lui qui c'est lui qui la rapporte. Et une de ses élèves a été après dans un autre atelier de sculpture et le professeur de cet autre atelier de sculpture lui demande où étiez-vous, qu'avez-vous fait? J'étais dans l'atelier de René Coutel, et qu'est-ce qu'il vous a appris? Il m'a appris à vivre. Voilà, et je trouvais ça, c'est tout à fait ce qu'il nous raconte. C'est ça. Et d'ailleurs, je me rappelle dans ce petit court-métrage qu'en fait, j'aime bien la façon, parce que ça peut paraître prétentieux en fait quand Coutel dit j'ai appris à vivre, mais en fait pas du tout, parce que parce que apprendre à vivre, c'est un sacré morceau quand même. Hein. Et lui n'aurait pas d'ailleurs la prétention de dire qu'il apprenait à vivre aux gens. C'est son élève. Et quand il le dit, en fait, tout de suite, il dit voilà, ça semble correspondre à ce que je fais ici, c'est-à-dire que je raconte. Voilà, donc il raconte, c'est-à-dire qu'il raconte une expérience, il raconte un vécu de 50 ans passé dans la sculpture, dans l'art. Et voilà, et donc en fait il va tout de suite basculer sur cette idée que la sculpture et sa façon de pratiquer la sculpture, c'est jouer comme un enfant, parce que tout de suite dans le film il dit voilà, en ce moment je fais des chenettes cheminées. Oui. Et ça, c'est très beau parce qu'en fait, alors Coutel, qui a fait plus de 20 sculptures monumentales dans des granites de plusieurs tonnes, avec justement une détermination, une technique et une patience sans limite, cet homme qui a créé autant de blocs et de sculptures qu'on ne sait plus quoi en faire aujourd'hui, dans son atelier en est rempli, eh bien, il va prendre cette anecdote-là. Je fais des chenettes cheminées. Ouais. Il dit, les enfants sont comme ça, c'est-à-dire que les enfants font spontanément, naturellement. Et en fait, Coutel, jusqu'à la fin, avait cette énergie-là d'un enfant qui ne peut pas s'empêcher de créer.
Et quelle que soit la chose qu'il crée, c'est-à-dire ça peut être un Victor Hugo de 4 tonnes à Plouguerneau ou des chenets de cheminée. Et ça, cette essence-là de j'apprends à vivre, c'est quoi qu'on fasse, qu'on le fasse avec cette énergie-là, cette intention de l'enfance, cette intention pure de créer, de mettre en forme, et qu'on le fasse bien surtout. Voilà, que cette façon de faire soit bien faite. J'avais la chance, parce que c'était une chance, M. Coutel est mort d'un cancer, et j'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer même à l'hôpital. Et en fait, sa chambre d'hôpital, quand il est rentré, évidemment, c'est une chambre d'hôpital tout à fait froide et pas très gaie. Et la première fois que je l'ai vu là, ça m'a fait tout drôle. Et la seconde fois que je suis allé le voir, la chambre était remplie d'oiseaux qu'il avait taillés dans des rouleaux de papier toilette vides, qu'il avait taillés dans les assiettes en aluminium qu'on lui laissait pour les plateaux repas, en bout de ficelle, voilà. Et il y en avait partout. Et on voyait bien que chaque assiette taillée, chaque rouleau de papier toilette taillé était une sculpture possible. Était une œuvre en soi, une maquette à envisager. C'est-à-dire que ces œuvres-là n'ont pas été taillées, évidemment, mais elles auraient pu l'être. C'est-à-dire qu'il était toujours en processus de création, et jusqu'aux derniers instants. Donc ça, cette énergie-là, à le côtoyer, on absorbait ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas... Il n'avait pas besoin de parler beaucoup, en fait, Coutel. Il racontait des choses comme ça, mais son charisme, sa présence était suffisante, en fait, pour que la connaissance jaillisse, en fait. Il y avait quelque chose comme ça de... Ouais. Alors, il aurait détesté que je dise maître ou des choses comme ça, mais c'était un vrai maître. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cet éclat-là en lui. D'accord. Dans mon jardin, dans un coin sombre, à l'abri des regards du monde, dans une niche de pétales, de feuilles tendres aux teintes pâles, sur un socle d'amour déçu de toi, j'avais élevé la statue d'un bronze chaud. Elle était faite et ses courbes étaient parfaites. La Vénus de Milo, pour moi au genou, ne l'atteignait pas. Je l'aimais comme on aime un dieu. Je ne la touchais que des yeux. C'est vrai que j'étais encore fou. C'est vrai que j'étais encore niais. Pour penser qu'elle me remerciait de me voir presque à ses genoux. Faut dire que je ne savais pas. Faut dire que je n'ai su qu'après que les filles aiment avant tout se retrouver sur des genoux. Dans mon jardin, il y a des coins sombres où s'y entasse tant de monde que l'herbe n'y peut plus pousser, que l'herbe n'y peut plus pousser. Les filles viennent s'y coucher, les filles viennent s'y prêter. C'est dire que tu peux revenir, toi que je n'osais pas aimer. Mais prépare-toi à gémir. Tu vas trouver à qui parler et n'emporte rien avec toi, car je ne te garderai pas. Les filles qui passent par chez moi vraiment ne m'intéressent pas. Dans mon jardin, dans un coin sombre, à l'abri des regards du monde, dans une niche de pétales, de feuilles tendres aux teintes pâles,
sur un socle d'amour déçu. J'avais élevé ta statue. C'était Georges Chelon qui interprétait La Statue. Oui, une très jolie chanson. Enfin, c'est difficile de trouver des bonnes chansons sur la sculpture comme sur la peinture, mais bon, on n'était pas obligé non plus de s'arrêter à des chansons sur la sculpture, mais là, celle-là, elle n'est pas mauvaise. Voilà, on est avec donc Julien Signolet, un jeune sculpteur, élève donc, de Coutel, mais on va fermer un peu peut-être la parenthèse de Coutel. C'était important de rappeler la mémoire de ce grand sculpteur. Et maintenant, plutôt demander à Julien s'il peut nous parler un peu plus de lui. Ouais, mais Robert, justement, là, avant de parler de Julien, il y a un auditeur, et je pense qu'il y en a plusieurs qui se posent la question, qui voulait savoir si on pouvait voir des œuvres de René Coutel, parce que je pense que maintenant, il y en a beaucoup qui ont envie de voir son travail, Ouais. surtout si on n'a pas Internet, et savoir ce qu'était devenu cet atelier de la rue de la Mare, si on pouvait le visiter ou pas. Probablement pas, mais enfin bon. Alors non, c'est pas si simple de voir le travail de Coutel, et en même temps, je vais essayer, pour ceux que ça intéresse, de donner des pistes. Donc oui, Coutel, je dois le dire, était un homme qui était plus dans le savoir-faire que dans le faire-savoir. Donc c'est un sculpteur monumental, mais en même temps extrêmement discret et modeste quant à la diffusion de son œuvre. Donc c'est pas toujours chose aisée en fait de pouvoir voir son travail. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, il a créé de façon compulsive toute sa vie durant, donc sa production est colossale. Alors, où est-ce qu'on peut voir cette production colossale aujourd'hui ? Il y en a toujours rue de la Mare, c'est là qu'est l'essentiel de son œuvre, mais pour l'instant, l'atelier n'est pas ouvert au public, donc c'est pas facile d'y avoir accès. La famille apparemment s'emploie aujourd'hui à essayer de diffuser, mais il faut que les choses se mettent en place, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'en fait Monsieur Coutel est décédé. Il est décédé en 2012, donc je ne pourrais pas dire quant à ce qui se trouve rue de la Mare, comment le voir, parce que l'atelier, donc, on n'y a pas accès, et la diffusion des œuvres depuis l'atelier, dans des galeries ou autres, n'est pas encore mise en place. Par ailleurs, on peut voir des sculptures monumentales de Monsieur Coutel en France. Sa préférée, celle dont Monsieur Coutel était le plus fier, se trouve aujourd'hui à Plouguerneau. C'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo, ouais, voilà. C'est un granit de 4 tonnes. Qu'il a fait sur le thème de Victor Hugo, qui dit mère Napoléon III, donc un Victor Hugo dynamique et puissant. Dans un granit, merde à badinguet, ça c'est bien. Voilà. Ça plaît aux anarchistes. Tiens, d'ailleurs, pour faire juste un crochet avec ça me semblait intéressant de le dire, Coutel me rappelait souvent qu'en fait la phrase complète, et c'était « ni Dieu ni maître, tous responsables ». Oui, absolument. Et ça prend tout son sens en fait quand on complète la phrase « ni Dieu ni maître, tous responsables ». Absolument. C'est pas juste du bazar ou de pas de règles. C'est pas du tout du bazar. C'est justement pas du bazar, c'est de la responsabilité avant tout. Et se responsabiliser chacun face à sa vie et à celle de ses proches, des autres et d'une société. Sans maître. Donc voilà, sans maître. Ni Dieu ni maître, tous responsables. Ouais. Donc, où voir les œuvres de Monsieur Coutel ? Donc, ce Victor Hugo qui est à Plouguerneau. Et après, à côté de Châtellerault, mais je ne sais plus exactement, pourtant j'y étais, il m'avait envoyé là-bas pour voir comment on pouvait installer les œuvres, mais j'ai oublié le nom de la ville exacte. On trouve un endroit qui s'appelle la Poste aux Chevaux. C'est pas très connu, c'est entre Châtellerault et Poitiers. Et là, il y a donc un ancien relais de poste du 17e qui a accueilli pas mal de ses œuvres. Donc il doit y en avoir une vingtaine. Après, dans Paris, c'est plus délicat de voir son travail. Mais je pourrais vous passer des informations peut-être à l'avenir.
pour que vous puissiez découvrir le travail de cet immense personnage et sculpteur. D'accord, maintenant j'aimerais vraiment que tu parles de toi. Hein. Alors de moi, oui. Oui, de toi, oui. Donc voilà, toujours pareil, qu'est-ce que quand on a une technique avérée dans les mains, qu'est-ce qu'on a à dire et comment le dire? Alors mon travail depuis les 4 années passées, c'est basé sur un traité philosophique chinois qui s'appelle le Yi-King, qui est basé sur un principe de contradiction complémentaire de yin et de yang. Et si je devais pour faire une transition entre Monsieur Coutel, Montaigne et ce que je fais aujourd'hui, je ferais cette transition en lisant ce petit extrait des Essais de Montaigne qui dit « Notre vie est composée de choses contraires, comme l'harmonie du monde est faite de divers tons, agréables et rudes, aigus et bas, doux et forts. Le musicien qui n'en aimerait que les uns, que voudrait-il dire ? Il faut qu'il sache les utiliser ensemble et les combiner, et nous aussi les biens et les maux qui sont consubstantiels à notre vie. Notre être ne peut subsister sans ce mélange, et l'un des deux groupes y est non moins nécessaire que l'autre. » Voilà. Les 4 années passées en prenant le Yi-King comme sujet de travail sculptural a été cette phrase un peu. C'est-à-dire que le Yi-King est un traité philosophique, donc, comme je viens de le dire, qui est basé sur cette contradiction entre le yin et le yang, et qui va donner 64 possibilités de transformation et de changement. Il faut savoir que le Yi-King va par la suite donner naissance au taoïsme et au confucianisme. Parce qu'en fait, le Yi-King, cette philosophie, va s'appuyer va chercher à trouver la posture de l'homme de bien, de l'homme juste, face à n'importe quelle situation. Le postulat, c'est que de toute façon, exister, c'est compliqué. Vivre est une chose complexe. Être un être humain est une chose complexe et bigarrée. De noir, de blanc, de gris, de teint, de tout un assemblage qui est riche. Et comme Montaigne le disait, tout homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Donc voilà, nous sommes nous-mêmes et dans un monde compliqué. Et donc comment avoir une attitude juste et trouver la posture de l'homme de bien dans n'importe quelle situation et essayer de s'accommoder à vivre de la meilleure façon possible. Et c'est ce que le Yi-King, à travers 64 hexagrammes, va essayer de nous enseigner. Voilà. Et ça fait donc 4 années que je sculpte, que je me suis fixé comme objectif de sculpter les 64 hexagrammes. Donc aujourd'hui, j'ai sculpté ces 64 hexagrammes dans du bois. Alors des bois, pour la plupart, issus du Père-Lachaise, parce que mon atelier est donc en face du Père-Lachaise. Donc étant copain avec les bûcherons du Père-Lachaise, je récupère des bois qui viennent du Père-Lachaise. L'avantage de récupérer des bois qui viennent du Père-Lachaise, c'est qu'en général, ils sont morts sur pied. Donc c'est des blocs secs qui se sont vidés de leur sève naturellement. Donc pas fendus et d'une qualité exceptionnelle. L'autre avantage, c'est que c'est gratuit. Mais quelles essences? Alors, il y a un peu de tout. Il faut savoir que le Père-Lachaise, c'est 44 hectares de bois, nourris par des tombes illustres. Donc, on va trouver des arbres comme de l'aubépine, du buis, du chêne. Alors, évidemment, il y a beaucoup de marronniers, mais le marronnier n'est pas un bois qui m'intéresse particulièrement. C'est du bois blanc. Ça n'intéresse pas beaucoup les sculpteurs. Non, tout se sculpte, mais disons que dans la durée et puis dans la mise en œuvre, c'est pas très très intéressant, c'est trop spongieux. Mais voilà, sinon on va trouver des bois vraiment très intéressants, de l'orme aussi, qui est un arbre qui a complètement disparu aujourd'hui, dans les années 70, mais voilà, il a aussi disparu au Père-Lachaise, mais étant mort sur pied, j'ai pu avoir la chance d'en récupérer quelques blocs. Voilà, alors évidemment, l'essentiel de mon bois ne vient pas du Père-Lachaise, mais de rencontres, de promenades, de rencontres avec des gens, d'abord, mais aussi avec des bois eux-mêmes, parce que, évidemment, ce sont des présences très habitées. Et donc, voilà, selon le principe de la taille directe et de tout ce que Coutel m'a enseigné,
vois ce que je peux dire de ce que j'ai l'intention de dire avec cette matière. Et le bois est une énergie assez vive, c'est-à-dire que le bois, il a une existence qui est proche de celle de l'homme, parce qu'on peut, en tant qu'homme, voir un bois évoluer et des choses se raconter. Autant de printemps et d'hiver qui s'inscrivent à chaque anneau. Et ça, c'est contenu, c'est comme inscrit dans la matière. Et c'est en taillant ce que l'on découvre. Donc il y a comme aussi un voyage dans le temps quand on pénètre le bois. On rentre en 1960, 70, on va un peu plus loin, on libère des énergies qui ont été inscrites là, comme ça. J'ai jamais entendu ça sur le bois, sur la sculpture. Ah, c'est fou. Et il faut le comprendre en fait, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sculpter le bois, c'est d'abord le comprendre. Et comme je le disais, voilà, il a une énergie plus vive que la pierre. Alors, je ne suis pas en train de dire du mal de la pierre, j'adore la pierre aussi, mais c'est juste une lecture différente, le bois et la pierre. On croit vraiment que tu parles d'être vivant, d'être humain. C'est fou. Ah ben, de toute façon, l'arbre lui-même est un être vivant. Bien sûr. Et cette existence, en fait, même l'arbre abattu, elle est inscrite dans la matière. Si nous tombons en putréfaction assez rapidement et mangés par les vers, le bois, lui, va avoir une putréfaction beaucoup plus lente, voire pas du tout si on le conserve. Et tout ce qu'il a vécu reste inscrit. Et toute cette existence inscrite, moi, je m'emploie justement à la révéler. En fait, à la révéler. Et le prétexte, je dirais, à cette révélation, c'est un hexagramme du Viking. Voilà, une philosophie qui va me mettre en marche, en fait. Et voilà. Alors, je ne me pose pas du tout en spécialiste du Yiking. C'est un peu... c'est un prétexte, en fait, à me mettre en marche dans la création pour aboutir à une forme. Alors, cette forme, elle peut être abstraite ou figurative. Ça, je ne fais pas de clivage entre les deux. Ça vient comme ça. Ça fait donc 4 ans, et là j'en suis à la moitié de l'ouvrage. Mais c'est très fort en fait comme démarche. C'est-à-dire qu'en fait, comme je n'ai triché sur aucun des hexagrammes, j'ai vraiment habité chacun des hexagrammes. Et comme chacun des hexagrammes renferme autant de noir que de blanc, de douceur que de dureté, voilà, forcément, je me suis mis dans des dispositions très investies par la logique même de la philosophie que renferme un hexagramme. Et donc, voilà, je dois dire que mon âme s'est un peu agitée, puisqu'on parle le principe de la mutation. Mon âme s'est agitée de divers sentiments durant ces 4 années. Donc j'ai été pas mal bousculé. Et aujourd'hui, pour ne pas faire du productivisme juste comme ça, j'ai envie de faire une pause un petit peu avec ce sujet du Yiking et de laisser dormir un petit peu pendant quelques mois, quelques années et d'y revenir peut-être d'une façon différente quand un hexagramme vraiment s'imposera à moi et que j'aurai besoin de le tailler dans un bois. Alors aujourd'hui, je fais comme un espace de respiration où je travaille sur un thème qui est de toute façon toujours lié à ça, c'est-à-dire la mutation, la transformation et la posture de l'homme de bien dans cette société, dans cette humanité. Et je travaille sur ce que j'appelle aujourd'hui Goen. Alors Goen, c'est un terme japonais qui veut dire le lien. Et il me semble, quand on y regarde bien, que tout séparé que nous pensions l'être, nous ne le sommes pas des uns des autres, en fait. Nous ne sommes qu'une seule et même humanité. Et donc, c'est ce thème-là qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, je le traite dans des pierres. Dans des albâtres, dans un granit que j'exposerai bientôt, et dans la terre aussi. Et alors... qu'est-ce qui t'a conduit à abandonner le bois pour prendre la pierre ? Alors, c'est pas un abandon du tout. Non, c'est pas un abandon, mais enfin, qui t'a... Alors, tout dépend. Je ne sais pas si tout à l'heure, Piquécout a lu ce paragraphe où Coutel disait que
Il faut adapter la matière au projet. C'est essentiel. C'est-à-dire que savoir le dire, donc avoir les outils pour le faire, c'est une chose. Savoir avoir la technique pour le faire, c'est une chose. Mais le dire comme il faut, c'en est une autre. Alors, que dire déjà ? Alors, qu'est-ce que je veux exprimer ? Et une fois qu'on veut se mettre en marge de l'exprimer, c'est comment l'exprimer, avec quel médium l'exprimer. Et ce thème est plus... Ce thème du lien, ce thème de l'unité, ce thème de cette chose en fait qui est immuable au sein de tout ce qui bouge en permanence, j'avais envie de lui donner une substance plus immuable. Voilà. Ah ouais. Voilà. Donc la pierre me paraissait plus intéressante à cet endroit. Quand je traite du viking, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bois a une existence qui est compréhensible par l'homme. Un bois, un arbre, ça va être entre 50 et 100 ans pour avoir un bloc déjà intéressant. Donc c'est compréhensible pour l'idée d'un homme. C'est-à-dire qu'on peut regarder un arbre et de se dire, bon bah tiens, à l'époque de Napoléon, cet arbre-là était là, ou quand je suis né, cet arbre était là, et aujourd'hui il a pris cette dimension. Donc voilà. Par contre, à l'échelle de l'humanité, une pierre, c'est déjà plus difficile à appréhender. C'est-à-dire à l'échelle d'une existence humaine, se dire que ce bloc de pierre a été créé il y a 1 million d'années, 2 millions d'années. Voilà, on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus périn, de beaucoup plus long et de plus difficile à appréhender pour l'esprit humain. Donc quelque chose de immuable. Alors que c'est faux. Hein. La pierre, elle aussi, elle bouge, elle change. Mais voilà, déjà, on est plus sur quelque chose qui, à l'échelle humaine, peut paraître immuable. Voilà, un bloc de granit. Quand on est face à une masse de granit, évidemment, on peut se dire que cette masse ne changera jamais. Alors que si, elle finira par changer elle aussi. Mais, voilà. Donc il y a cet effet. Dans une durée qui n'est pas humaine. Voilà, dans une durée qui n'est pas de l'ordre d'une existence humaine. Voire même d'une humanité. Parce que les blocs de granit étaient là avant que les êtres humains apparaissent. Absolument. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai voulu utiliser la pierre ? Pour cette raison-là. Pour ce caractère immuable que je veux mettre au sein de tout ce qui mue en permanence. Voilà. Donc je traite ce sujet du Goen, du lien, à travers la pierre. Et alors là, j'ai fait un voyage en Inde. Là, ça fait 10 ans maintenant que je suis sculpteur. Et j'étais en Inde il y a 10 ans. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, il y a 10 ans, c'était là-bas que j'ai voulu... que j'ai compris qu'il fallait que je fasse autre chose et que j'ai compris que peut-être ça ressemblerait à la sculpture. Et en fait, j'ai été à Varanasi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette ville en Inde, au nord de l'Inde, qui est plus connue sous le nom de Bénarès. Ah oui, là, oui. Voilà. Mais je préfère l'appeler Varanasi parce que c'est comme ça que les Indiens l'appellent. D'accord. Voilà, c'était avant les colons et c'est le vrai nom en fait. Donc c'est la ville de Shiva, c'est la ville d'où va naître l'hindouisme, c'est la ville où l'Inde entière vient faire brûler ses morts quand c'est possible pour purifier les karmas et ainsi de suite. Et donc il y a 10 ans j'étais là-bas et c'est là-bas que j'ai commencé à envisager mon existence différemment. Et là j'y suis retourné 10 ans après. J'ai revu les mêmes personnes que j'avais croisées il y a 10 ans. Les choses changent, la ville elle ne change pas, rien n'a changé. C'était une inquiétude que j'avais avant d'aller là-bas, c'était de me dire est-ce que cette ville va changer ? Et secrètement comme ça je me disais mais c'est pas possible de toute façon, Varanasi pourrait pas changer. Et je me suis pas trompé en fait, hein. Je suis arrivé là-bas et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que ça fait partie de ces endroits qui à mon avis ne changeront pas. Parce que c'est pas possible. C'est une ville qui a été colonisée, qui a été envahie, brûlée, détruite, mais non. Le Gange est toujours là, les temples qui baignent leurs escaliers dans le Gange sont toujours là, la ferveur shivaïste est toujours là, et ce mélange de mort et de vie, comme ça, en effervescence permanente, est toujours là. Alors, pourquoi je parle de ça ? C'est parce qu'en fait, là-bas, il y a des granites qui roulent de l'Himalaya dans le Gange. Et du coup, ces granites, en fait, se polissent en descendant comme ça l'Himalaya. Et c'est très difficile de tailler le granit, mais là, la nature le fait admirablement, tant et si bien qu'on se retrouve un peu plus bas de l'Himalaya avec des blocs de granit tout à fait ovoïdes.
et très bien polis par Legrange. Et ces granites sont vendus comme des lingams. Alors les lingams, ce sont des représentations de Shiva. Bon, ça représente en fait le phallus de Shiva, qui est le principe créateur yang de Shiva, qui va être associé au yoni pour donner la naissance, la création du monde. Et en fait, j'ai récupéré un de ces blocs de granit ovoïde à Varanasi. Et ça tombait bien parce qu'en fait, ce goen, j'ai commencé à tailler à partir d'une forme ovoïde. Et du coup, je suis revenu à l'atelier avec mon lingam. Alors c'est tout à fait sacré de ramener un lingam pour les Indiens, donc je leur ai dit que j'allais en prendre bien soin et faire des choses investies avec cet objet. Et voilà, je viens de le tailler, là, je l'ai fini. Et je suis très satisfait de la tournure qu'ont pris les choses. Et donc ce lingam, ce lingam devenu goen sur ce nouveau thème de travail, qui est le lien, je vais l'exposer à partir du 13 juin dans mon atelier pour une nouvelle exposition que je fais à ce moment-là. Alors, vous avez bien entendu les auditeurs, auditrices, là, un peu, j'espère que vous ne roupillez pas. Vous aurez la chance de voir un atelier d'artiste, un atelier de sculpteur, comme l'a dit Julien, à partir du 13 juin. Pour voir une pierre sacrée du Gange sculptée par cet iconoclaste. Non, c'est magnifique. Ouais. Voilà. Et ton atelier sera ouvert à des moments précis ou comment tu... Alors je suis en cours de préparation. Je sais que ce sera le 13 juin qu'on va démarrer. Maintenant, je ne sais pas trop encore quelle forme je vais donner à cette exposition, parce que en fait j'en ai un peu marre des vernissages qui ne servent pas finalement à grand chose, où il y a souvent beaucoup de monde et puis trop d'alcool et puis finalement on parle de tout mais sauf de ce qu'il faut, et que c'est ceux qui veulent vraiment que je leur parle, j'arrive pas parce qu'il y a trop de monde. Alors du coup je sais pas si je vais pas organiser plutôt quelque chose de l'ordre d'une sorte de vernissage long ou de porte ouverte où on pourrait venir un peu je sais pas, j'invente en même temps que je vous dis, mais de 14h à 21h, et puis là chacun vient dans sa temporalité, et puis moi je pourrais sûrement être plus disponible pour parler de ce nouveau travail, mais alors il y a des anciens travaux aussi sur les 34 sculptures du Viking que j'ai réalisées. Sur les 64 hexagrammes, il m'en reste 6 à exposer, les autres ont été vendus, et ces 6 dernières sont exposées aussi à cette occasion. Et voilà, et les nouveaux travaux. Donc là, c'est vraiment une transition, une exposition de transition entre ce que j'ai fait, ce que je fais aujourd'hui et ce que je ferai demain. Donc tu as vendu quand même un certain nombre d'hexagrammes, alors. J'en ai vendu quelques-uns, oui. Oui, quelques-uns. Ouais. Presque tous, quoi. Presque tous. Ouais. C'est quand même encourageant de... Oui, ça l'est, oui. Ça l'est. Après, ça c'est toujours aussi difficile que d'en vivre. Coutel avait bien raison. On vit difficilement de la sculpture. Mais oui, ça va. Mais il y a quand même des gens qui sont... Qui comprennent ton travail, qui sont touchés par ton travail, qui achètent ton travail. Oui. Donc ça, c'est très, très encourageant quand même. Pour toi en particulier, mais pour la sculpture en général. Il y a toujours des amateurs. Alors, est-ce que ce sont des mystiques ? Est-ce que ce sont des gens qui sont dans cette il y a des philosophie ? Collectionneurs, non, vraiment, pour la plupart, ce sont pas des adeptes du Viking du tout, en fait. Ce sont soit des collectionneurs, soit effectivement des gens qui ont une sensibilité artistique avérée, mais qui vont avoir un parcours de développement personnel ou une recherche spirituelle ou philosophique, un regard sur le monde. Oui, évidemment, ce sont des gens qui connaissent un peu Montaigne, par exemple, ou qui ont lu un peu Krishnamurti, ou
Voilà. Ce ne sont pas des spéculateurs qui comptent. Non, je ne suis pas un artiste spéculatif et non, je te fais souhaite pas l'être d'ailleurs. C'est pour te taquiner un peu, parce que tout ça, c'est très très sérieux. Et je suis quasiment totalement épuisé. Non, c'est parce que quand on écoute vraiment ce que tu racontes, c'est extrêmement fatigant, enfin pour moi en tout cas. C'est tellement, tu vois, parce que on veut pomper, on veut comprendre, on veut retenir aussi, tu vois. Donc voilà, parce que t'as vraiment j'ai jamais entendu un discours sur l'art en général, parce que je veux pas forcément dire sur la sculpture. J'ai mes admirations aux sculptures, mais là je découvre quelque chose de très différent de l'intérieur, quoi, tu vois. C'est ça qui est vachement important. Et si nos auditeurs avaient ce même ressenti, je crois que on fera une grande émission, quoi, je crois, là, vraiment, oui. Bah, tu nous tiendras au courant rapidement, comme ça, dans les prochaines émissions, on pourra... Oui, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Oui. Puis on est voisins. Ouais, on est voisins. Bon, on va pas s'arrêter là, Julien. T'es pas, même si je suis à moitié mort à la sortie de l'émission, faut savoir faire des sacrifices en même temps. Hein. Bien, ça c'est ton vécu d'aujourd'hui, et enfin d'hier, d'aujourd'hui, et peut-être un peu de demain aussi, mais quand tu là tu nous as bien expliqué pour le Yiking, comment tu avais travaillé ça, comment tu avais absorbé ça, etc. Après, le besoin de coupure, tu retrouves un autre chemin, voilà, avec ces pierres. Et là, je suis content, je suis vraiment heureux. Tu vas savoir la manière dont tu parles des pierres aussi, comme tu as parlé du bois, mais comme tu le dis, le bois, c'est plus proche, c'est plus humain, plus proche de nous, en tout cas, de l'humanité, que la pierre. Mais la pierre, c'est un grand mystère aussi. Alors bon. Ça, maintenant, tu es dans cette nouvelle phase de la pierre, de ton travail avec cette pierre roulée du Gange. Là, ça me donne des frissons. Enfin bon. Et puis, est-ce que tu commences déjà à te projeter ailleurs, ou est-ce que tu vas rester encore un moment dans ce trip qui concerne... Je pense que je vais passer quelques temps, là. C'est-à-dire que Là, 4 années sur le Yiking, là je pense que je vais m'installer un peu dans cette logique-là aussi. C'est-à-dire que j'aime bien maturer vraiment les choses et chercher... Alors, chercher des formes, bien sûr, mais c'est chercher à vraiment entrer en expérience dans ce que je produis. C'est-à-dire que on peut pas goûter... ce qu'a été par exemple la mutation et tout ça, le Yiking et ainsi de suite, et les formes que j'ai trouvées et élaborées à travers cette pensée-là. Il faut vraiment pas tricher, comme je le disais, vraiment aller dedans, s'immerger dedans, quitte à y laisser un peu quelques plumes. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Oui, forcément. C'est-à-dire que si encore une fois, on est bigarré, donc voilà, on doit explorer chaque petit endroit, aussi désagréable soit-il, aussi agréable soit-il. Et là, voilà, cet espace de respiration que je m'accorde avec ce thème et la pierre, j'ai envie aussi de m'installer dedans et de l'habiter pendant quelques temps et de lui donner des formes. Voilà, donc là, je vais, oui, je pense. Mais après, évidemment, c'est riche... Il y a un caractère assez exponentiel à créer une forme. C'est-à-dire qu'en fait, une forme, c'est une intention à un moment donné. Mais évidemment, c'est une direction qu'on fait prendre à la matière à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire que la direction choisie, j'aurais pu lui faire prendre une autre direction. Donc en reprenant le même chemin, je peux à un moment donné me dire tiens, je vais passer à gauche plutôt que de passer à droite comme j'ai fait la dernière fois, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est tellement ramifié en fait comme possibilité et exponentiel que voilà, c'est très effervescent. C'est-à-dire que je peux donner 1000 formes à une intention initiale. Oui, et comme sans vouloir revenir du tout à Coutel, parce que là c'est... non, mais parce qu'il faut quand même... Il y a le présent qui est important aussi, malgré tout. Mais dans l'atelier de Coutel, j'ai vu une multitude de pierres différentes, oui. Et dont très étonnantes d'ailleurs. Et est-ce que toi, dans ton cheminement avec la pierre, tu vas expérimenter dans plusieurs matériaux, avec plusieurs matériaux, plusieurs pierres différentes. Tu vois ce que je...
Est-ce que tu y trouverais un intérêt ou est-ce que ça fait pas partie de ta démarche en tout cas? Alors, Coutel était un pierreux. C'est-à-dire que Coutel avait une passion pour la pierre et une connaissance géologique, scientifique de la pierre. Et puis aussi pratique, c'est-à-dire qu'il savait comment telle ou telle pierre réagissait. Mais à l'intérieur même d'une pierre, toutes ne réagissent pas pareil. C'est-à-dire qu'un granit, on peut prendre 2 granites, ils ne réagiront pas de toute façon de la même façon, et l'un et l'autre, c'est 2 entités à part entière, même s'ils s'appellent tous les 2 granites. Donc, voilà, Coutel avait ça, et après il a fait beaucoup de bois aussi, avec une sensibilité qui était la sienne et qui était juste. Moi, j'ai une connaissance maintenant, au bout de 4 ans passés dans le bois, avérée du bois et de la matière bois. Je suis moins pierreux, c'est-à-dire que là, je découvre, mais je m'applique en fait à... Je ne vais pas collectionner ou chercher à comprendre. C'est-à-dire que comme j'ai la même attitude que pour le bois, avec la pierre. C'est-à-dire qu'en fait, le bois, j'avais très envie d'aller vers lui, et lui, coup de bol, a eu très envie de venir vers moi, et de façon avec du sens. C'est-à-dire que cette rencontre avec les bois du Père Lachaise donnait déjà une histoire avant l'histoire. Et ça me plaisait en fait d'utiliser cette matière-là, qui avait déjà un passé riche, pour lui donner une forme et une nouvelle vie. Après le Père Lachaise, pour le coup, c'est sympa. Et j'ai la même attitude avec la pierre aujourd'hui, c'est-à-dire que là, par exemple, ce granit du Gange, ça me plaît beaucoup de savoir, quand je taille ce granit, que ce granit est un éclat d'Himalaya roulé par le Gange jusqu'à moi. Et du coup, il y a une histoire qui se raconte avant l'histoire, et moi, j'essaye d'en donner une autre, avec politesse et bienséance aussi, parce que, et encore une fois, on parle d'une matière qui... Presque sacrée. Presque sacrée, en même temps, c'est ça qui est joli, c'est qu'un granit, il n'y a rien de plus commun qu'un granit. C'est-à-dire que le granit, c'est l'os de la planète. Hein, oui, bien sûr. Il y en a partout. C'est vraiment le socle primaire. Voilà, c'est ça. Donc... en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement commun, et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement sacré, et ça m'intéresse d'inscrire du lien dans quelque chose qui est immuable, et dans quelque chose qui nous parle à tous, parce qu'on est tous sur un gros bloc de granit, en fait, qui s'appelle la planète Terre. Tout à fait. Enfin, entre autres de granit, quoi. Oui, donc j'ai plus cette démarche-là par rapport à la rencontre avec les matériaux, c'est-à-dire que j'aime vraiment la rencontre. J'aime vraiment la rencontre, et pas la curiosité du matériau. C'est-à-dire que je vais pas aller vers un marbre par curiosité. Par contre, un marbre ne me fera pas plus peur qu'autre chose s'il vient à moi, ou voilà. Mais je suis attentif à ça, en fait. Je suis attentif aux histoires qui se racontent avant l'histoire que je vais raconter dedans. Et quand je crée, je suis empreint de ça aussi. C'est-à-dire que j'ai une attitude beaucoup plus... Évidemment, quand j'attaque ce bloc de granit, là, j'ai pas la même attitude que si c'était un pavé parisien, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, parce qu'il y a des matériaux comme celui-là qui pourraient, si tu veux, te contraindre, ou en quelque sorte, d'être intimidé. Oui, ouais, c'est ça. Oui, non, justement, il y a un rapport amical, en fait, avec la matière. D'accord. Ça, c'est à retenir, hein, les camarades, auditrices, auditeurs, un rapport amical avec la matière. Je crois que ça pourrait être la conclusion de cette émission, qui est passée très très vite, mais heureusement, parce que je suis sûr que je tiendrai pour un quart d'heure de plus. Il a l'air de rien, notre invité Julien, là, c'est quelqu'un de... Voilà, bon, on le remarquait pas spécialement dans la rue, hein. C'est pas un géant de 2 mètres, on y est, hein, il est pas gros, il est menu, etc. Mais alors, pardon, hein. Voilà, bon, Coutel m'aurait moins fatigué, je suis sûr. Non, mais en tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Voilà. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Ouais, oui, partagé évidemment, mais je répète encore une fois pour que les auditeurs quand même sachent que leur animateur, je ne veux pas dire préféré, parce qu'il préfère piquer coup à moi, mais bon, est complètement à la ramasse. Hein. Vous aurez de la chance si je reviens mardi.
Voilà, c'était donc Julien Signolet, sculpteur. Il habite rue de la Roquette. Il a son atelier rue de la Roquette. Il habite pas rue de la Roquette. Il a son atelier qui est, je le répète, un ancien atelier de marbrier qui travaillait pour le Père Lachaise, justement. Oui. non, je vais te poser une dernière question, mais c'est un peu un joke. Hein. Tu pourrais pas récupérer des pierres du Père Lachaise? Ah bah non, ça Non, bon, pas possible. non, c'est pas possible. Pour une raison particulière? Bah le respect. Voilà.